Adrian Beltre. Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Twitch des Haters. Vous commencez très certainement, tout doucement, à la connaître ou à nous connaître. Donc les _haters, nous sommes partis ici pour environ une grosse demi-heure, voire peut-être même 1 heure. On va parler baseball. Alors je sais que actuellement vous êtes certainement en train de scruter ce qui se passe sur Twitter, peut-être aussi les comptes de Shams Charania ou d'Adrian Wojnarowski. Et oui, c'est la trade deadline en NBA. Ça, on y reviendra avec Basile dans le Monday Talk, aussi bien sur Facebook que sur Twitch. Donc, on consacrera une partie de l'émission du lundi sur justement ce qui se passe en ce moment en NBA. Mais si vous suivez l'actualité des sports américains, vous savez très certainement que l'air de rien, la saison va bientôt démarrer en baseball. On est actuellement toujours en train de disputer les derniers matchs de pré-saison. Les entraîneurs font leur dernier réglage. Il était donc temps pour nous de justement se coller à cette preview de la saison en MLB. N'hésitez donc pas à nous rejoindre, bien sûr, sur le live notamment. Si vous êtes fan de baseball, c'est l'occasion, bien sûr, de discuter, de donner un petit peu vos avis et vos prédictions. N'hésitez vraiment pas pour pouvoir un petit peu discuter de tout ça. Alors, tout d'abord, on va un petit peu discuter ensemble justement de cette saison régulière en MLB. Le format, c'est vrai que c'est une saison qui est particulière, que la saison régulière en MLB. C'est une ligue qui a été fondée en 1876 déjà. Et oui, c'est la ligue de sport américaine la plus ancienne. C'est ce qui fait certainement que ce sport est si particulier et si aussi suivi aux États-Unis. C'est aussi un sport de tradition que le baseball et que la MLB donc. Au programme cette saison, 162 matchs et oui, par équipe. C'est le retour à un format classique. Au total, ça fera 2644 matchs de saison régulière. Et oui, chaque fan en aura pour son argent. Le tenant de titre, c'est bien sûr les Dodgers. Vous voyez peut-être le maillot juste ici, oui, petit clin d'œil, les Dodgers champions, donc, qui n'avaient plus décroché de titre depuis 88. Il y avait donc une longue attente que l'équipe de LA a mis fin. L'équipe la plus titrée, ce sont les Yankees de New York, avec 27 World Series remportées. Alors pour cette saison, comme je le disais, on retrouve une saison régulière avec un format classique. L'année dernière, les équipes n'avaient disputé que 60 matchs et qu'une saison bien sûr perturbée par le Covid. On a vu aussi un schéma de play-off jamais vu auparavant, avec 16 équipes qui avaient pu disputer les phases justement de play-off, alors que le format traditionnel voit les vainqueurs de division être automatiquement qualifiés pour ce qu'on appelle le Division Series, autrement dit le premier tour de play-off, et les deux autres meilleurs bilans après chaque équipe de division, les deux autres meilleurs bilans dans l'ordre du classement s'affrontent lors d'un match qui représente les wildcards. Ici, pour la saison régulière, on sait à quoi on va s'attendre. Donc une saison, un marathon de 162 matchs. Pour les playoffs, par contre, pas encore d'infos communiquées par la MLB. Ça va très certainement dépendre un petit peu de l'évolution du Covid, notamment, voir un petit peu ce qui sera permis ou pas, notamment dans les mois, dans les semaines et les mois à venir. Mais on ne sait pas encore si on aura soit le format de l'année dernière, qui était plutôt sympa et qui amenait une vraie dose de dynamisme, qui aussi permettait à plusieurs équipes, finalement à plus d'équipes que d'habitude, d'être qualifiées, ce qui augmentait aussi un petit peu l'intensité et le suspense. Où on ne sait pas si on reviendra à un format plus classique avec donc les 6 premiers de chaque division qualifiés et également un match de wildcard. Autre petite particularité de cette saison, c'est que Toronto, les Blue Jays, évolueront en Floride, du côté de Dunedin. C'est un petit peu comme les Raptors en basket qui évoluent du côté de Tampa Bay. Donc les équipes canadiennes, malheureusement, sont privées de matchs à domicile et doivent donc s'exporter pour disputer cette saison qui sera, quoi qu'il arrive, particulière. Je rappelle un petit peu le format de la MLB, 30 équipes qui sont réparties en deux
conférences, si je puis dire, l'American League et la National League, chacune divisée en 3 divisions géographiques, donc Est, Centre et Ouest. Vu que les divisions ont une place importante, notamment pour les tickets en play-off, on va donc préfacer cette saison division par division, afin de voir un petit peu quelles sont les forces en présence, les faiblesses aussi. J'ai tout simplement classé chaque équipe de 1 à 5 dans l'ordre du classement que je prédis. Enfin, pour ajouter un petit mot sur notamment cette saison 2021 qui s'annonce et qui se prépare, le public sera autorisé dans les stades, à l'image de ce qui se fait déjà finalement en basket, où on retrouve quelques supporters dans les stades, dans les salles notamment. En NHL aussi, certaines équipes peuvent déjà de nouveau compter sur du public. Il y aura plus ou moins en moyenne 15 à 20% de taux de remplissage dans les stades. Cela change d'une équipe à l'autre en fonction de l'état dans lequel elle évolue, en fonction aussi de certaines décisions qui sont prises par les villes, les franchises et les États aussi. Mais en moyenne, on aura 15 à 20% de taux de remplissage. Peut-être que ce taux évoluera dans le courant de la saison. Voilà un petit peu donc pour planter le décor, si je puis dire ainsi. Je vous propose de directement passer à l'American League en division Est. On va donc commencer avec cette division Est de l'American League. Alors la petite différence entre les équipes d'American League et les équipes de National League, c'est que les équipes d'American League alignent un designated hitter dans l'ordre des frappeurs. Donc le lanceur titulaire n'est pas frappeur quand son tour arrive, à l'inverse de la National League où les frappeurs, où les lanceurs sont eux aussi frappeurs lorsque l'équipe attaque. Petite différence donc, une American League l'année dernière qui avait été dominée par les Tampa Bay Rays, assez étonnamment, l'air de rien. Les Rays qui avaient été jusqu'en finale, ils s'étaient d'ailleurs inclinés face aux Dodgers. Après vraiment avoir donné du fil à retordre. Là, cette saison, moi je pense qu'on verra certainement quand même plutôt les Yankees de New York être au sommet de cette division. C'est une division toujours quand même assez relevée. Les Yankees avaient été deuxième la saison dernière. Ils avaient été éliminés en Division Series, justement, face à cette équipe de Tampa Bay. Moi, je les vois plutôt aux alentours des 95 victoires cette saison. L'air de rien, les Yankees figurent parmi les grands favoris, un petit peu comme chaque année, mais cette année encore plus, je trouve. Ils ont notamment ajouté Kluber dans le bullpen, donc c'est quand même un lanceur très solide qui était du côté de Cleveland auparavant. Une rotation, elle, derrière les lanceurs titulaires qui est très solide et expérimentée. On a notamment Aroldis Chapman en tant que closer qui est un des lanceurs les plus efficaces. Et puis on a aussi une grosse force de frappe avec Aaron Judge, Gary Sanchez, on peut encore ajouter Giancarlo Stanton. Donc imaginons que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessure. On sait que c'est parfois le problème du côté des Yankees, qui sont souvent un peu confrontés à des blessures. Moi, je me dis que si tout se passe bien, cette équipe de New York devrait en tout cas décrocher la première place et le titre de champion de division. Deuxième équipe qu'on va citer dans cette preview, l'équipe que je vois donc deuxième de la division Est, ce sont les Blue Jays de Toronto qui avaient été étonnants troisième la saison dernière et qualifiés en playoff. Ils s'étaient inclinés lors du wildcard, lors du tour des wildcards. Ils avaient perdu face aux Tampa Bay Rays, si ma mémoire est bonne. Cette année, je les vois plutôt deuxième, donc je les vois devant Tampa Bay notamment, avec un bilan peut-être autour des 90 victoires. Moi, je les ai placés ici avec 91 victoires, 71 défaites. Ils devraient peut-être être en playoff ou peut-être en wildcard, ça dépendra du format. En tout cas, ils devraient être vraiment à la lutte et ça se jouera peut-être à quelques victoires ou en tout cas à quelques matchs près. C'était une surprise en 2020, clairement. Cette année, c'est l'année de la confirmation qui est attendue, voire peut-être celle de l'explosion. L'air de rien, les Blue Jays ont quand même attiré lors de cette intersaison l'un des plus gros free agents, à la personne de George Springer, qui a quand même fait ses marques du côté de Houston, équipe avec laquelle il a remporté les World Series. Semien aussi est arrivé en provenance d'Oakland, un joueur très solide également. Il y a quand même une belle brochette de jeunes talents. Je pense à Bobby Shett, je pense aussi à Vladimir Guerrero Jr., qui sont vraiment très efficaces au bâton déjà. À bullpen qui est solide et expérimenté. Je pense notamment à l'ancien joueur des Dodgers, Yoon Jun Ryu, le sud-coréen.
Donc clairement ici les Blue Jays ont réuni, je pense, tous les ingrédients nécessaires pour pourquoi pas jouer les troubles fêtes cette année. En tout cas, la hype est fort présente. Dommage que l'équipe ne pourra pas évoluer au Rogers Center, un stade avec quand même une ambiance assez chaude. Ce sera peut-être un facteur, ça aussi à suivre, voir comment cette équipe se comporte en jouant loin de ses bases en Floride du côté de Dunedin. Mais je pense que les Blue Jays ont de quoi faire une belle saison. En troisième place de cette division Est en American League, selon moi, on retrouvera les Rays de Tampa Bay, premier en 2020, un parcours jusqu'en World Series où ils s'étaient donc inclinés face aux Dodgers, donc une saison vraiment exceptionnelle, quasiment jamais vue du côté de la Floride pour les Rays. Cette saison, je les vois à la lutte avec les Blue Jays, peut-être juste en dessous des Yankees, autour des 88 victoires potentiellement, donc possible wildcard aussi, hein, donc il pourrait peut-être quand même disputer les playoffs. On a quand même cet hiver enregistré les départs de Snell, le lanceur, hein, qui était un peu la star de l'équipe, et on a enregistré le retour d'Archer, Chris Archer, qui avait signé avec San Diego il y a quelques temps de cela. C'est un ancien lanceur donc de Tampa Bay. Il y a eu un trade entre les deux. Morton, lui, a été remplacé par les vétérans Hill et Washa dans la rotation du côté des lanceurs. Hormis le bullpen, très peu de changements. On garde la même base, quand même une base qui nous a permis d'aller en World Series. Donc c'est vrai que du côté de Tampa Bay, on a de quoi être confiant. Ce sera peut-être la confirmation aussi en saison régulière pour Arozarena, qui avait été exceptionnel en playoff l'an dernier. Maintenant, clairement, voilà, selon moi, ce sera dur de faire aussi bien pour les Rays. C'est pour ça que je ne les place qu'en troisième position, mais ce sera peut-être suffisant pour quand même se hisser en playoff. Les deux équipes qui fermeront la marche dans cette division Est, ce sont les Chaussettes Rouges de Boston, donc les Boston Red Sox, qui avaient été 5e la saison dernière, une saison compliquée, même si elle n'avait duré que 60 matchs. Cette année, ça devrait être un petit peu mieux, pas loin de bilan équilibré. Je les vois avec 76 victoires pour 86 défaites. Chris Sale est blessé, donc ça c'est une grosse perte, bien sûr, du côté des lanceurs titulaires. Un bullpen qui est quand même dans l'ensemble assez affaibli. Le reste de l'effectif est correct, mais c'est pas assez fort pour lutter. L'air de rien, on a quand même les Yankees, les Blue Jays et les Rays. Bon, voilà, il y a quand même du lourd auparavant, donc clairement, difficile de voir Boston plus haut que cette 4e place. C'est une équipe qui est en cours de reconstruction et il faudra peut-être retrouver Boston au sommet d'ici quelques années. Et enfin, les Orioles de Baltimore, 4e en 2020. Là, je les vois bons derniers cette année, avec peut-être l'un des pires bilans de la Ligue au global, toujours aussi faible que cette saison que l'année dernière, donc il n'y a pas vraiment de nette amélioration. Il y aura peut-être un jeune ou l'autre qui va sortir un petit peu voilà, qui va me sortir un petit peu de cette forêt que devrait représenter les défaites qui vont s'empiler, mais voilà, en tout cas, ils vont souffrir dans une division qui est très relevée. Donc voilà un petit peu pour cette division Est en American League. N'hésitez pas, bien sûr, à dire un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vrai que les Yankees font figure de grands favoris. On va maintenant passer à la division centrale, toujours dans cette American League. Une division centrale la saison dernière qui avait été dominée par les Twins de Minnesota. C'est une division qui devrait être assez disputée. Alors certes, on a des équipes en totale reconstruction. On peut déjà peut-être commencer par elles, les Cleveland Indians et les Detroit Tigers. Les Indians avaient fini 2e la saison dernière. Moi, je ne les vois que 4e clairement cette année. Ils avaient perdu d'ailleurs en playoff lors des wildcards. Cette année, je les vois peut-être avec à peine 67 victoires pour 95 défaites. On a fait table rase de l'équipe qui avait été finaliste en 2016. On a donc tradé Lindor, on a tradé Carrasco notamment. Donc on est vraiment en totale reconstruction. La moyenne d'âge de l'équipe, elle tourne autour des 25-30 ans, aussi bien dans le bullpen que pour les frappeurs. Donc autrement dit, c'est très jeune pour le baseball, qui est un sport plutôt d'expérimenter, où il faut quand même du temps avant d'arriver à maturité. Souvent, on est performant, on est à son prime autour des 30-35 ans, si pas même pour certains jusqu'à 40. Donc c'est une équipe très très jeune. Donc clairement, les Indians vont être en net recul par rapport à la saison dernière. Une équipe qui devrait elle aussi stagner dans la médiocrité, ce sont les Tigers. Ils avaient été 5e de la division l'année dernière avec l'un des pires bilans de la Ligue. Cette année, je les vois avec également un des pires bilans de la Ligue, 63 victoires pour 99 défaites, toujours en reconstruction du côté de Détroit. Mais
hormis ces deux équipes-là, on a quand même une bataille à trois qui s'annonce entre les Chicago White Sox, les Minnesota Twins et les Kansas City Royals. Je vais commencer par les White Sox, que je vois terminer en tête cette saison. Donc, ils avaient fini troisième de la division en 2020, éliminés eux aussi au premier tour des playoffs. Cette année, je les vois potentiellement être capables d'aller décrocher le titre de division avec un bilan supérieur, ou légèrement en tout cas supérieur aux 90 victoires. C'est la saison de la confirmation pour les White Sox. Il y a une base qui est jeune, avec notamment Abreu qui a été élu MVP, donc on a quand même clairement de la qualité dans ses rangs. C'est une équipe en évolution constante depuis quand même plusieurs saisons, qui petit à petit s'est bien reconstruite avec des prospects qu'on a été chercher à gauche à droite, notamment lors du trade, je repense à ça, de Chris Sale qu'on avait envoyé à Boston. On a un bullpen qui est assez costaud, je pense notamment à Dallas Keuchel qui apporte toute son expérience. Ça peut donc clairement jouer les troubles faits. Les voir aller loin en playoffs, ça je ne sais pas, mais en tout cas être qualifié pour les playoffs, ça c'est tout à fait possible. En deuxième position de cette division centrale, j'annonce les Minnesota Twins qui avaient fini premier la saison dernière et éliminés eux aussi au wild card. Cette année, je les vois deuxième. Je leur donne 89 victoires, j'en donnais 91 à Chicago, donc ça devrait être très serré, ça va se jouer à très peu de choses. Donc c'est possiblement une équipe qui pourra quand même disputer les playoffs via les wildcards ou en tout cas peut-être via un format à 16 qualifiés. C'est un petit peu ici du côté des Twins, vraiment la continuité. On prend la même et on recommence. On a ajouté néanmoins Simmons, Happ et Schumacher, donc à la fois un renfort solide du côté des joueurs de champ et aussi deux vétérans dans le bullpen. Donc c'est une équipe qui est vraiment solide à tout point de vue. Elle sera à la lutte, en tout cas pour les playoffs. Et puis enfin, les Kansas City Royals qui avaient été champions en 2015, donc ça remonte quand même déjà à 6 ans maintenant. Quatrième en 2020, cette année, je leur donne une place de plus. Je les vois eux aussi pas très loin des playoffs avec un bilan positif de 83 victoires pour 79 défaites. Ils ont ajouté quand même quelques joueurs intéressants lors de cette intersaison. Je pense à Santana, arrivé justement de Cleveland, équipe en totale reconstruction, arrivé aussi d'un solide joueur de Boston, Benintendi, qui est capable de faire mal au bâton. C'est une équipe qui pourrait créer la surprise potentiellement, mais peut-être encore un petit peu juste. Il manque peut-être encore un élément ou l'autre, que ce soit dans la rotation ou peut-être aussi dans les joueurs de champ pour vraiment faire passer un cap à cette équipe. Mais en tout cas, les Royals sont sur la bonne voie. Ils devraient retrouver les playoffs d'ici peut-être 2 à 3 saisons maximum. On va maintenant enchaîner avec la dernière division de cette American League. C'est la division Ouest. Une division Ouest, les saisons précédentes, souvent dominée par les Astros, qui avaient d'ailleurs remporté les World Series en 2017. L'année dernière, c'était les Athletics d'Oakland qui avaient mis la main sur cette division. Cette année, je vois plutôt les Angels de Los Angeles. Et oui, les Angels, quatrième seulement en 2020, une saison une fois de plus décevante. C'était une équipe qui avait dominé la saison régulière avec plus de 100 victoires au tout début, je crois, de l'aventure Haters, quand on était exclusivement en radio. C'était vers 2016. Ils avaient réalisé une grosse saison et puis depuis, plus rien. Pourtant, c'est une équipe qui compte quand même dans ses rangs un certain Mike Trout, qui est une des superstars de la ligue. Cette année, je pense qu'ils peuvent décrocher le titre de division. Je leur donne 88 victoires pour 74 défaites. Ce ne sera pas le meilleur bilan, mais ce sera un bilan solide. Donc, comme je le disais, déception en 2020, mais là, cette année, ils sont clairement armés pour faire beaucoup mieux. Il y a quand même des ajouts très intéressants qui se sont faits cet hiver. Je pense au lanceur Quintana, au lanceur également Cobb. Ça, ce sont des lanceurs titulaires. Dans la rotation, on a aussi ajouté Iglesias, qui était actif du côté de Cincinnati, si ma mémoire est bonne. Donc, ils sont venus clairement renforcer le bullpen. On a Mike Trout qui sera très certainement candidat MVP. On aura peut-être aussi l'explosion enfin de Ohtani, le japonais, capable aussi bien de lancer que d'être frappeur. On l'annonce en tant que designated hitter. Ne pas oublier le vétéran Pujols, capable de faire des étincelles. Moi, clairement, cette année, ils doivent aller en playoff. C'est pas que je les vois, c'est qu'ils doivent y aller avec cet effectif-là. Une nouvelle saison sans playoff, je pense que ça sera de nouveau une grosse déception. Donc, clairement, ici, il faut faire mieux, quoi qu'il arrive, pour justement retrouver les playoffs. En deuxième position, ils avaient déjà fini deuxième la saison dernière. Ils avaient quand même fait un run fabuleux en playoff. Ils avaient
profité du système en quelque sorte, puisqu'ils avaient un bilan négatif pour terminer la saison, mais avaient réussi à accrocher une des toutes dernières places qualificatives. Ils s'étaient finalement inclinés en finale de conférence, donc au Championship Series, face aux Rays de Tampa Bay. Ça s'était joué à peu de choses. Je les revois de nouveau deuxième, les Astros, cette saison. Ils devraient être à la lutte pour les playoffs, peut-être un peu juste. Ça va dépendre aussi du format qui sera adopté, bien sûr. On a quand même enregistré les départs de Springer, qui sera peut-être d'ailleurs préjudiciable cet hiver. Verlander, le lanceur, est blessé, donc pour entamer la saison, ce sera sans lui. On a quand même signé Odorizzi et Baez dans le bullpen. L'un qui pourrait peut-être être lanceur titulaire et Baez qui est un joueur de rotation solide et expérimenté. Donc c'est une équipe qui est toujours solide, hormis le départ de Springer. José Altuve est toujours là notamment, notamment pour ne citer que lui. Donc il y a de l'expérience, ça c'est certain, un bullpen quand même complet. Ce sera peut-être un poil trop court pour aller décrocher notamment le titre de division et un strapontin sûr à 100% pour les playoffs. Donc voilà, les Astros à la lutte, mais peut-être un tout petit peu trop court. Les Athletics d'Oakland, ils avaient fini premier la saison dernière. Ils s'étaient inclinés justement face aux Astros lors du premier tour des playoffs. Cette saison, je leur donne quand même quelques victoires de moins et 2 places de moins au classement de la division. Je les vois à la lutte avec Houston notamment, avec un bilan de 84 victoires pour 78 défaites. Donc ça voudrait dire une victoire de moins que Houston. Ils sortent donc, clairement d'une belle saison 2020. Ils avaient peut-être même fait mieux que certaines attentes, ça c'est clair. Mais cet hiver, on a enregistré les départs d'Hendricks, de Semien et de Davis. Donc l'air de rien des joueurs expérimentés, des joueurs qui avaient quand même une certaine qualité. On ne s'est pas vraiment renforcé, ou en tout cas on n'a pas vraiment compensé ces départs. Donc moi je pense qu'ils seront tout simplement moins forts qu'en 2020, que ces départs seront peut-être un peu trop lourd de conséquences. Donc voilà, je les vois avec un bilan positif, mais en recul par rapport à l'année dernière. On va enchaîner avec les Mariners de Seattle, une équipe on avait discuté il n'y a pas longtemps dans le Monday Talk, dans notre émission du lundi, puisqu'on avait posé nos valises à Seattle, je crois que c'était la semaine dernière. Ils avaient été troisième l'an dernier, ils étaient aux portes des playoffs, ils ont fini avec un bilan négatif, étaient à 1 ou 2 succès seulement des Astros, donc ils auraient pu rejoindre les playoffs, ça ne s'est pas fait. Cette année, je pense que ce sera encore un peu trop juste, je les vois avec 80 victoires pour 82 défaites, donc ils devraient tourner autour des 50% de victoires. C'est une équipe qui n'a plus vu les playoffs depuis déjà bien longtemps, c'est l'équipe d'ailleurs je crois qui a la série la plus longue sans playoff en cours en MLB, plus de 10 ans. Je crois même qu'on est quasiment à 15 ans sans playoff, si je ne dis pas de bêtises. Il y a assez peu de hype, notamment ici. C'est une équipe moyenne, clairement, les Mariners. Il n'y a pas vraiment de joueurs avec beaucoup de talent non plus. Donc voilà, compliqué de les voir vraiment beaucoup plus haut qu'une 4e place. Une fois de plus, Seattle devrait, je pense, donc être une équipe assez moyenne. Ce serait peut-être temps d'ailleurs du côté de Seattle de vraiment miser sur peut-être quelques prospects de talent ou de vraiment faire un peu table rase de ces quelques joueurs un peu moyens et de reconstruire. Enfin, on va aller du côté du Texas, de nouveau avec les Rangers. Et oui, on a 2 équipes texanes dans cette division Ouest en American League, Houston et les Rangers, basés non loin de Dallas dans la banlieue. Ils avaient été derniers la saison dernière en 2020. Je les vois également derniers en 2021. Il y a quand même une arrivée assez intrigante qui s'est faite lors de cette intersaison. C'est celle du lanceur japonais Arihara. On sait que de temps en temps, voilà, les joueurs japonais viennent quand même tenter leur chance en MLB. Le Japon, c'est la 2e meilleure ligue au monde, donc ce sera peut-être un ajout quand même assez intéressant. Amélioration à venir quand même, selon moi, du côté des Rangers, mais encore un peu trop court pour rivaliser. Il y a quand même, l'air de rien, les Angels, les Astros et les Athletics qui ont quand même des belles équipes. Et également, les Mariners, ça peut gagner des matchs aussi quand même. Donc c'est une équipe qui est toujours en reconstruction et qui pourrait retrouver un petit peu le chemin des playoffs d'ici quelques saisons. Voilà un petit peu pour clôturer cette première partie de la preview. Donc on a fait le tour des équipes d'American League. On est en live depuis plus ou moins 25 minutes, donc on en aura certainement pour 50 à
50 minutes, voire 1 heure de live ici. J'en profite pour saluer Laurine qui nous a fait un petit bonjour sur le live. Salut aussi à X-Swats. Pas mal le maillot des Dodgers. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il est assez sympa. On me l'a déjà dit aussi. D'ailleurs, en parlant des Dodgers et de leur maillot, si vous suivez la pré-saison, les Dodgers évoluent en bleu. Donc les équipes ont des maillots qu'elles portent seulement lors de la pré-saison et d'autres maillots seulement réservés à la saison régulière et aux playoffs. Et donc le maillot de pré-saison des Dodgers, c'est un maillot en bleu. Donc en fait, c'est l'inversé de ce que j'ai. Donc le bleu partout et les écritures en blanc. Moi, je trouve que ce maillot devrait être celui utilisé à l'extérieur en saison régulière. Les Dodgers portent un maillot gris qui n'est pas le plus beau par contre pour celui-là, mais c'est vrai que le maillot domicile est pas mal du tout. Merci en tout cas du message XWatts. N'hésite pas d'ailleurs à partager aussi un petit peu tes prévisions si tu suis aussi la MLB. Alors, on va enchaîner maintenant avec la National League, avec la division qui a vu bien sûr, la ligue qui a vu bien sûr les Dodgers aller jusqu'au bout et remporter les World Series. On va commencer tout d'abord avec, comme pour l'American League, la division Est. Clairement, la division Est en National League, c'est la division la plus relevée. Je m'y prépare d'ailleurs en buvant un petit coup. Donc, clairement, ici, la division la plus relevée, on a les New York Mets, les Atlanta Braves, les Philadelphia Phillies, les Washington Nationals et les Miami Marlins. La saison dernière, quelques équipes avaient un petit peu déçu. Je pense notamment, si on fait le tour en National League, clairement, je pense à Philadelphie et à Washington, qui n'avaient pas été en playoff. New York aussi avait quand même assez déçu. Miami avait lui, quant à lui, vraiment créé la grosse surprise et Atlanta avait enfin vraiment confirmé en playoff. Ils n'étaient pas passés loin d'ailleurs d'aller peut-être, qui sait, pourquoi pas jusqu'en finale. Ils s'étaient inclinés face aux Dodgers justement en Championship Series. Cette saison, alors c'est très difficile clairement de citer un classement dans l'ordre. Je place les New York Mets en tête, donc ça voudrait dire que les Mets passeraient de la dernière à la première position. Je leur donne 91 victoires pour 71 défaites. Je pense que les affrontements nombreux entre chaque équipe vont faire que les équipes vont perdre des matchs, ça c'est certain. Ça a été un flop en 2020 quand même les Mets. Cette année, je les vois armés pour aller clairement très très loin. C'est potentiellement un candidat aussi pour le titre. Alors, Syndergaard est blessé et Cano est suspendu pour dopage. C'est deux joueurs quand même très forts qui manqueront à l'appel en début de saison. Mais l'air de rien, cette équipe elle a tout pour aller au bout. On s'est renforcé dans le bullpen avec les signatures de Carrasco ou encore de Betances. On comptait déjà dans ses rangs de Grom ou encore Stroman, l'ancien lanceur de Toronto. Donc on a une belle profondeur et puis c'est très solide bien sûr du côté des lanceurs et puis on a une force de frappe très intéressante. On a donc fait venir Lindor du côté de Cleveland. On a le jeune Pete Alonso, grosse force de frappe offensive. Ils ont donc réalisé le blockbuster trade en faisant venir Lindor et Carrasco. Donc ce sont des ajouts bien sûr qui la placent directement dans une autre dimension. Ils auront en tout cas de la pression sur leurs épaules. En deuxième position, je place les Braves d'Atlanta qui avaient fini en tête de la division la saison dernière, qui avaient été battus au Game 7 par les Dodgers en Championship Series. Donc c'est le stade des finales de conférence. Difficile ici cette saison de les voir peut-être faire aussi bien, même s'ils ont bien sûr les capacités pour le faire. Je les vois quand même un tout petit peu moins forts, peut-être que les Mets, voire peut-être même que les Phillies, qui ont une rotation qui fait très peur et puis qui ont une force de frappe offensive là aussi dévastatrice. Donc du côté des Braves, on a perdu quelques petits éléments d'expérience. Je pense à Foltynewicz, je pense à Melanson, à O'Day aussi. Ça reste un candidat crédible. On a toujours des jeunes joueurs très talentueux. Je pense à Albies, je pense à Acuna Jr. Donc on a un bullpen qui est très bon aussi. Donc maintenant, avec les autres équipes qui se sont renforcées, je pense que ce sont les Braves qui vont peut-être être un petit peu en recul. Ils seront à la lutte pour les playoffs. Ils pourront eux aussi quand même faire un run en playoffs. Mais en tout cas, dans ce classement de division, je les vois une place en moins par rapport à la saison dernière. Troisième position en 2020, je les place à nouveau troisième cette année. Bon, il faut faire des choix dans une preview comme celle-là. Ce sont les Phillies de Philadelphie que je place en troisième position.
En parlant de maillot sympa, les Phillies ont eux aussi, je trouve, quand même un maillot assez sympathique. Je leur donne 88 victoires pour 74 défaites, donc ça voudrait dire qu'on aurait ici 3 équipes qui s'y tiendraient en 3 victoires. Donc clairement, les écarts, impossible quasiment de départager ces équipes. Clairement, ici, les Phillies avaient terminé aux portes des playoffs la saison dernière. C'était un flop à l'image des Mets. Là, clairement, cette année, ils doivent beaucoup mieux faire et ils doivent quasiment eux aussi aller en playoff. Il y a eu 2-3 ajustements qui ont été faits dans le bullpen avec notamment la signature intéressante de Bradley en tant que closer. Il y a une force de frappe qui doit elle aussi à la batte faire la différence. On a quand même Real Muto, on a Harper, on a aussi Gregorius, on a McCutcheon. Donc on a quand même une ribambelle de joueurs qui allient expérience et voilà, talent offensif indéniable. Ils seront clairement à la lutte et ils doivent être à la lutte. Je pense que si les Phillies ne font pas les playoffs cette année, ça serait quand même une grosse déception. On sait que c'est une équipe qui avait quand même sorti le chéquier pour signer Bryce Harper en provenance de Washington il y a 3 ans maintenant. Donc ça se doit d'être en playoff cette année. Maintenant, voilà, on a les Braves devant, on a les Mets aussi. Donc il y aura vraiment une lutte acharnée. X-Watts d'ailleurs qui annonce les Dodgers en back-to-back, c'est tout à fait possible. Bryce Harper cramé, je ne sais pas, il est quand même encore assez jeune, hein, Bryce Harper. Donc c'est vrai que depuis son passage à Philadelphie, on peut pas dire qu'on est le meilleur Bryce Harper. Les étincelles voilà, qu'il était capable du côté des Nats sont peut-être un petit peu derrière lui. Il a peut-être eu du mal à digérer ce trade et cette pression qui pèse sur lui avec notamment son gros contrat. Néanmoins, ça reste un joueur talentueux et ça doit faire gagner des matchs aux Phillies, sachant qu'il n'est pas tout seul, hein, puisqu'on a quand même Real Muto, le catcher, qui était actif avant du côté de Miami, avant de rejoindre Philadelphie l'année dernière, qui est quand même très efficace. Gregorius, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves du côté de New York. McCutcheon, voilà, c'est un joueur aussi d'expérience. Donc les Phillies sont en tout cas armés pour être un candidat. 4e dans cette division, les Washington Nationals, qui avaient fini également 4e en 2020. C'est une équipe qui avait quand même été championne il n'y a pas si longtemps que cela, hein, lors d'un run fabuleux en playoff. Je les vois quand même de nouveau 4e cette saison avec un bilan de 86 victoires pour 76 défaites, donc ça aura un bilan positif. Ce sera la lutte aussi hein, avec les Mets, les Braves, les Phillies, très difficile de les départager. Ils ont quand même enregistré du côté des Nats les arrivées très intéressantes de Lester en provenance de Chicago pour être l'un des lanceurs titulaires. En joueur de première base, on a fait venir Bell de Pittsburgh, le talentueux joueur de première base. Et puis on a fait aussi signer Schwarber, l'expérimenté joueur qui évoluait à Chicago, champion là aussi avec les Cubs à l'époque en 2016. Donc l'air de rien, des ajouts intéressants. On possède peut-être quand même, je place ça là, le meilleur quatuor de starter. Qu'est-ce que j'entends par quatuor de starter? Scherzer, Strasburg, Corbin et Lester. On a quand même de quoi mettre en difficulté les frappeurs adverses. On a peut-être par contre une rotation, donc derrière les starters un poil trop faible. C'est peut-être ça qui va causer un petit peu la perte des Nationals cette saison, en tout cas qui va alors peut-être causer quelques soucis supplémentaires. Donc voilà, clairement, on a des bons frappeurs, on a une jeunesse cam qui gagne en expérience, hein, là aussi de ce côté-là. On a des joueurs qui ont aussi gagné les World Series, donc c'est un sérieux outsider, peut-être un petit peu trop court par rapport aux Braves, par rapport aux Mets ou encore aux Phillies, mais ils seront à la lutte. Et enfin, pour terminer, avant de répondre notamment à X-Watts, les Marlins de Miami qui avaient fini 2e la saison dernière en 2020, ils avaient clairement été parmi les grands vainqueurs de ce format raccourci de régulière. Ils s'étaient inclinés au stade Division Series. Ils avaient notamment battu en wildcard les Cubs de Chicago. Cette année, clairement, je les vois être un petit peu les perdants dans l'affaire. Hein. Je pense que ce sont eux qui vont un petit peu plus subir les gros mouvements réalisés dans les autres équipes, je pense de nouveau aux Mets ou même encore aux Nats.
Donc je les vois en recul par rapport à la saison dernière, mais c'est une équipe quand même assez intrigante, les Marlins. C'est pas vraiment l'équipe avec les joueurs les plus connus, mais ça reste une équipe clairement très solide, avec un bullpen qui avait été très bon la saison dernière. On prend un petit peu les mêmes, on recommence, donc on mise sur une certaine forme de stabilité. Est-ce qu'ils vont pouvoir surfer sur cette saison 2020 assez fabuleuse? Peut-être aussi. Et donc du coup, ça pourrait clairement venir jouer les troubles faits. Pourquoi pas réaliser un parcours à la Tampa Bay Rays la saison dernière. Donc moi, je pense qu'ils sont quand même les plus faibles, en tout cas sur le papier, mais attention quand même aussi. Et puis les blessures ne sont jamais loin. On aura peut-être des blessures à gauche, à droite, qui vont finalement modifier l'ordre un petit peu établi. En tout cas, je les vois dernier en tout cas, au début de la saison. Il faut bien se mouiller, mais à suivre quand même cette équipe des Marlins. Alors, X-Watts qui rebondit sur Bryce Harper notamment, il ne montre pas qu'il mérite son contrat. C'est vrai que les résultats, je pense que c'est surtout en termes de résultats collectifs que Bryce Harper, tant que maintenant, n'a peut-être pas justifié finalement l'investissement qui a été fait. Individuellement, ça reste un joueur capable de faire la différence, très clairement. Moi, j'en attends beaucoup cette année. Tout simplement, la saison dernière, c'était une saison assez particulière avec le Covid, un format très très court de 60 matchs seulement. Donc, des joueurs qui avaient peut-être l'habitude de monter en régime au bout de 30, 40, 50 matchs, ce qui représente même pas un tiers d'une saison classique. Ils ont donc du coup été en difficulté la saison dernière, puisque ça ne durait que 60 matchs. On a d'ailleurs vu des équipes un petit peu plus jeunes et plus dynamiques être par contre plus performantes. Toronto a créé la surprise, Miami s'est hissé en playoff. Les Dodgers, ils ont quand même une équipe assez jeune, avec quand même Bellinger, avec Seager notamment. Donc ils ont quand même de la jeunesse dans leur rang aussi. Donc on a vu que finalement, certaines équipes avaient été un peu plus en difficulté que d'autres, de par peut-être un format différent. Là, ici, on va retrouver un format beaucoup plus classique où justement l'expérience va quand même faire la différence, où il va falloir vraiment gérer de A à Z la saison régulière qui est très très longue, avec l'enchaînement des matchs aussi. Donc ça pourrait peut-être, je pense, être bénéfique à une équipe comme Philadelphie. Donc la réponse vraiment ici, je ne crois pas qu'il ait cramé Harper. Il n'a peut-être pas encore justifié bien sûr son contrat, mais une belle saison pourrait en tout cas inverser la tendance. On va passer à la division centrale de cette National League, une division auparavant dominée par les Cubs, qui avaient notamment gagné le titre en 2016. On avait aussi vu les Brewers être capables d'aller jusqu'en finale de conférence il y a 2 ans, et qui s'étaient inclinés face aux Dodgers. Cette année, je pense quand même clairement que ce sera la division la plus faible de la National League, clairement. En première position, je place quand même les Cardinals de Saint-Louis, qui s'étaient hissés en playoff la saison dernière. Ils avaient fini deuxième de la division. Je les vois en tête cette année. Ils ont quand même fait venir Arenado de Colorado, l'un des plus gros trades de cette intersaison. Donc avec l'ajout d'Arenado, on devient de suite favori pour remporter le titre de division. C'est un outsider sérieux, je pense, les Cardinals. Ils possèdent quand même dans leur rang notamment Paul Goldschmidt, qui est un très bon frappeur, qui il y a quelques années était actif du côté des D-backs d'Arizona. Donc c'est une équipe voilà, qui a tout ce qu'il faut pour dominer sa division, ça c'est clair, et potentiellement jouer les troubles faits en playoff. Ce sera peut-être un peu inférieur à une équipe comme les Mets, à une équipe comme les Dodgers, voire peut-être les Padres, mais les Cardinals ont en tout cas des atouts dans leur manche. Une équipe qui avait fini quatrième de la division l'an dernier, qui s'était inclinée au wildcard tour face aux Dodgers, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les Brewers de Milwaukee. Cette année, je les vois deuxième de la division, avec un bilan pas loin des 90 victoires. J'en donnais 94 aux Cardinals, j'en donne ici 89 aux Brewers. Très peu de mouvement cette intersaison. C'est une stabilité finalement qui est de mise du côté de Milwaukee. C'est vrai que c'est une franchise pas forcément sexy. On a du mal à attirer des gros free agents ou à être actif dans des gros trades. Néanmoins, on possède comme dans ses rangs un candidat MVP en la personne de Christian Yelich. Donc c'est clair qu'on a quand même un joyau sur lequel on va beaucoup miser encore une fois cette année. Donc c'est un candidat au playoff. Clairement, cette équipe elle a montré qu'elle était capable d'aller en post-season et d'aller loin avec finalement un effectif qui n'a pas trop bougé. Donc je me dis qu'avec cette stabilité-là, il y a un Christian Yelich en forme, elle pourrait en tout cas faire des dégâts. Ils avaient fini en tête la saison dernière, je trouve assez étonnamment. Cette année, je les vois un petit peu en recul. Ce sont les Cubs de Chicago qui s'étaient inclinés au stade des Wildcards face aux Marlins de Miami l'an dernier. Je leur en donne cette année 84 victoires et une troisième place donc. Il y a eu quand même des nombreux et gros départs cet hiver. Darvish, Chadwood, Lester, ça c'est pour le bullpen.
Schwarber a quitté les rangs aussi, donc on avait des joueurs qui avaient quand même connu les World Series. Lester et Schwarber faisaient partie de l'équipe vainqueur en 2016. On a quand même enregistré le retour de Jake Arrieta, mais bon, ce n'est peut-être plus le Jake Arrieta dominant de la moitié de la décennie 2010. Donc, je les vois clairement en recul. Alors oui, on a signé notamment Jock Peterson, auréolé d'un trophée de World Series avec les Dodgers et en pleine forme, mais clairement, voilà, ils sont moins forts qu'en 2020. Pas de playoff pour moi du côté de Chicago. Ce sera certainement un bilan un petit peu positif quand même, mais pas assez pour terminer avec un strapontin en playoff. Les Reds de Cincinnati, que je place désormais en 4e position, une équipe elle aussi quand même assez intéressante. Alors ils avaient fini 3e la saison dernière de la division, ça leur avait permis quand même de goûter aux playoffs, une équipe qui était encore en grosse reconstruction il y a 2-3 ans et qui squattait les bas-fonds, donc l'équipe a bien redressé la barre ces dernières saisons. Néanmoins, cet hiver, on a enregistré le départ de Trevor Bauer, qui était le lanceur star de l'équipe, qui était un des gros poissons de l'intersaison. Donc bye bye Bauer. On a aussi Joey Votto, le vétéran très bon frappeur qui est blessé pour commencer la saison. Donc quand on commence une saison sans son meilleur lanceur qui est parti et sans l'un de ses meilleurs joueurs qui est blessé, je pense que les Reds vont être plus en difficulté cette année. Je leur donne d'ailleurs un bilan négatif de 77 victoires pour 85 défaites. Donc les Reds clairement vont pour moi rentrer dans le rang. Et enfin, en dernière position, les Pittsburgh Pirates qui avaient décroché le pire bilan de la saison régulière l'an dernier avec 19 victoires pour 41 défaites, donc à peine un match sur 3 de gagner quasiment. Ici, je leur donne à nouveau le pire bilan cette année. Je les vois peut-être même en dessous des 60 victoires, donc ça voudrait dire plus de 100 défaites cette saison. Clairement, l'objectif pour Pittsburgh, c'est la draft. Alors, ils auront le premier choix pour la draft de cette année. Peut-être que l'année prochaine, ils l'auront aussi, l'air de rien. Les Pirates, pour moi, clairement, c'est l'équipe la plus faible. On a notamment perdu Bell, qui est parti du côté de Washington. On avait déjà perdu quelques gros joueurs les années précédentes. Donc là aussi, on est en pleine reconstruction. Ça ne sera pas joli à voir. Donc on aura peut-être quelques joueurs qui vont se montrer. Il n'y aura que ça à suivre du côté de Pittsburgh. Et enfin, on va passer à la division Ouest pour clôturer cette preview déjà. Et oui, ça fait plus de 40 minutes que nous sommes en live. Le temps passe vite. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans cet exercice. Et ça fait plaisir aussi de voir que vous êtes quelques-uns à nous suivre, comme quoi le baseball rassemble quand même. Donc ça, c'est chouette. En division Ouest, alors on a une division qui... depuis quasiment le début de la décennie 2010 est dominée par les Dodgers. Les Dodgers qui ont enfin conjuré le mauvais sort en remportant le titre la saison dernière. Pour moi, c'est un petit peu comme le disait X-Watts, qui voit les Dodgers réaliser le back-to-back. C'est clair qu'ils sont l'un, si pas le principal favori à sa propre succession en fait à Los Angeles, clairement. Ils avaient fini bien sûr premier de la division en 2021. Là, cette année, je leur donne 103 victoires, donc je les vois au-delà des 100 victoires cette saison, même si je pense que... Alors, il faudra quand même batailler, il y aura quand même des candidats solides dans la division déjà, et puis c'est quand même aussi une National League, quand on voit les équipes de l'Est, voire même aussi les Cards ou les Brewers, donc l'air de rien, la National League, c'est costaud, mais bon, je pense que ce sera surtout en playoff qu'on attendra les Dodgers cette année, mais clairement le back-to-back est envisageable. On a quand même m'a fait signer Bauer, c'était le lanceur, le meilleur lanceur disponible sur le marché des agents libres. On l'a fait signer. On a quand même aussi ajouté Knebel et Canley dans la rotation, derrière les titulaires. On possède quand même toujours dans ses rangs Walker Buehler, qui est jeune, mais qui a déjà quand même de l'expérience. Julio Urias aura, je pense, aussi un rôle peut-être supérieur. David Price, qui était arrivé la saison dernière avec Mookie Betts dans le trade entre Boston et Los Angeles, il n'avait pas disputé la saison pour cause de Covid. Il avait préféré être prudent et ne pas prendre de risques. Il sera de retour, ça reste un lanceur expérimenté, capable aussi d'apporter. Donc, on a un bullpen qui est armé. La seule petite faiblesse peut-être, c'est l'état de Jansen, le closer, qui sera de nouveau closer cette saison. C'est ce qu'a affirmé Dave Roberts avant le début de la saison. Mais c'est vrai que Kenny Jansen est en baisse de régime, à voir s'il retrouve son lustre d'antan ou pas. Mais hormis ça, on a un bullpen très solide. On a prolongé bien sûr Mookie Betts.
candidat MVP comme le déclare X-Watts très clairement. Et puis voilà, on a quand même aussi toujours Bellinger, lui aussi pourquoi pas candidat MVP. Corey Seager qui avait été MVP des finales est lui aussi de retour à son meilleur niveau. On a quand même toujours Justin Turner aussi, donc on a on a clairement une belle force de frappe. On a de l'expérience, on a encore des joueurs qui peuvent peut-être, pourquoi pas, franchir un palier, gagner en régularité. Je pense à Bellinger. Alors certes, on a perdu quelques joueurs intéressants. Je pense à Wood, je pense à Peterson, je pense encore à Kike Hernandez. Mais bon, il fallait ça pour faire venir notamment pour faire venir Bauer et pour prolonger Mookie Betts. Donc clairement, les Dodgers ont tout ce qu'il faut. On prend quasiment les mêmes et on recommence. Clayton Kershaw sera le lanceur titulaire pour démarrer la saison. Lui aussi, Kershaw sera à surveiller. Le fait d'avoir gagné le World Series lui a fait gagner quelques places, je pense, dans la hiérarchie des meilleurs lanceurs all-time. Donc, ouais, les Dodgers, gros candidats. Attention tout de même, car en deuxième position, on a les San Diego Padres, les Padres qui se sont clairement décidés à essayer de tout faire pour mettre fin à l'hégémonie des Dodgers. Les Padres qui avaient fini deuxième la saison dernière, ils s'étaient inclinés en Division Series, ils avaient été sweepés 3-0 par les Dodgers. Cette année, je les vois à nouveau deuxième. Je les vois peut-être encore un tout petit peu trop court par rapport aux Dodgers qui sont très très forts, mais je les vois avec quasiment 100 victoires eux aussi. Je les ai donnés ici à 98-64, donc ça serait l'un des meilleurs bilans de la ligue au global. Alors, ils n'ont pas chômé eux lors de cet hiver. Ils ont fait venir Yu Darvish, ils ont fait aussi venir Black Snell en échange de Chris Archer avec Tampa Bay. On a fait aussi signer Musgrove, qui est un lanceur d'expérience. Donc, l'air de rien, dans le bullpen, c'est très solide. Et on a des bras qui ont de quoi mettre en difficulté les frappeurs adverses. On a aussi de la jeunesse, certes, mais beaucoup de talent et une belle force de frappe. Les premiers noms qui me viennent à l'esprit, c'est Tatis Junior et Manny Machado, qui avaient disputé une partie de saison avec les Dodgers il y a 2 ans notamment. Donc, voilà, les Padres, ils ont mis en tout cas les petits plats dans les grands, ils ont sorti le chéquier, ils ont vraiment décidé de bouger, ils ont pris des risques. Là aussi, c'est une équipe qui est clairement attendue au tournant. La hype est clairement présente du côté de San Diego. La rotation, par contre, derrière les lanceurs titulaires, me semble peut-être être encore un poil pas assez forte, ou en tout cas un poil plus faible que celle des Dodgers. Donc je les place derrière LA, mais attention aux Padres, si ça matche bien, si les lanceurs sont performants et si les frappeurs sont efficaces, San Diego a de quoi proposer un cocktail assez détonnant. On va enchaîner avec la troisième équipe ici de cette division Ouest en National League. Je place les Arizona Diamondbacks qui avaient fermé la marche la saison dernière. Ils avaient décroché le moins bon bilan. Cette année, je les vois avec la troisième place, 84 victoires pour 78 défaites. Ça, c'est ma prévision pour les D-backs. La rotation et le bullpen est identique par rapport à la saison dernière. On va notamment beaucoup miser quand même sur Bumgarner, qui avait quitté San Francisco il y a 2 ans pour aller du côté d'Arizona, un petit peu plus au chaud et encore un peu plus sous le soleil. Ça reste un lanceur capable d'amener des victoires et de faire mal aux frappeurs adverses. On a aussi, clairement, on mise surtout sur une certaine jeunesse et une évolution en interne, puisqu'on a très peu bougé cet hiver. Donc je me dis qu'en progression constante, on pourra faire mieux du côté des D-backs, mais ce sera un peu trop juste. Et puis, impossible de rivaliser, je pense, avec les Padres ou les Dodgers. Je pense que dans cette division Ouest, on aura une course à 2 niveaux. La première, on aura un duel entre les Dodgers et les Padres, qui sont clairement les 2 ogres de la division. Et ensuite, on aura une course pour l'honorifique 3e place entre les D-backs, les Giants et les Rockies. 4e, selon moi, les Giants de San Francisco. Ils avaient fini 3e la saison dernière, pas en playoff pour autant. C'est une équipe qui n'a plus vu les playoffs d'ailleurs depuis 2016, l'air de rien. Donc pour l'une des équipes de la décennie 2010, ça fait long. Déjà ici, je les vois 4e avec un bilan un peu négatif, 79 victoires, 83 défaites. Ça c'est mon prono. C'est une équipe qui progresse, qui est
peut peut-être dire un peu en reconstruction, même si on a encore quelques vétérans qui sont déjà là de longue date. Je pense à Crawford, par exemple, notamment. Je pense aussi à Sandoval, à Cueto. Donc, on a quand même des joueurs qui sont présents depuis quelques années, qui ont même, pour certains, encore connu des titres dans le milieu de la décennie précédente. Mais pour moi, voilà, ici, c'est encore un peu juste, surtout pour venir lutter avec les Padres ou les Dodgers. Donc, c'est une équipe qui sera pas loin du bilan, autour des 50% ou pas loin du bilan positif, mais que je place derrière les Dodgers, les Padres et encore d'Arizona. Et enfin, l'équipe qui selon moi fermera la marche, ce sera, je pense, potentiellement une équipe à la lutte avec par exemple Pittsburgh pour peut-être le pire bilan et voir aussi le premier choix de la draft la saison prochaine. Ce sont les Rockies de Colorado qui avaient fini 4e la saison dernière. On était déjà sur une période un peu de transition, hein, où on avait enregistré quelques départs. Là ici clairement, on a fait une croix sur Arenado qu'on a envoyé du côté de Saint-Louis. Donc, on fait un peu table rase sur cette équipe qui était capable d'amener du spectacle et de gagner quand même quelques matchs lors de la fin de la décennie précédente. C'est une équipe qui a joué quelques matchs de wildcard notamment et qui était capable voilà, de proposer du beau baseball. Il y a eu quelques moves cette intersaison, mais selon moi, c'est quasiment une équipe identique à celle de 2020, sauf qu'on a perdu Arenado, qui était quand même le meilleur joueur de l'équipe. Donc, selon moi, c'est l'équipe la plus faible de la division sur le papier. Ça devrait se concrétiser au niveau des résultats. Et clairement, ici, voilà, comment voulez-vous réaliser avec les Dodgers ou les Padres, notamment en ayant perdu un joueur du calibre d'Arenado. Donc, les Rockies devraient fermer la marche et pourraient être en quête d'un choix de draft intéressant. Je pense que c'est ça, c'est la voie que va choisir les Rockies cette saison. Voilà un petit peu donc pour cette preview de la MLB. Donc on a fait un petit peu le tour ici. Donc je rappelle, juste pour résumer, les vainqueurs que j'annonce de division. En American League côté Est, je prédis les Yankees, vainqueurs de la division. En division centrale, j'annonce les White Sox de Chicago. Et enfin, en division Ouest, je vois plutôt les Angels de Los Angeles terminer en tête. Pour ce qui est de la National League, en division Est, les Mets seront, selon moi, en tête. Du côté de la division centrale, je vois plutôt les St. Louis Cardinals. Et enfin, en division Ouest, les Dodgers, candidats au back-to-back. X-Watts qui annonce un Mookie Betts MVP, Kershaw du lourd effectivement, Kershaw qui est l'un des meilleurs lanceurs. Ce seront des joueurs à suivre bien sûr lors de cette saison, donc je le rappelle, la saison régulière qui va démarrer donc la semaine prochaine, 162 matchs par équipe. Pour ce qui est des playoffs, on vous tiendra bien sûr informé dans les prochaines émissions. On se retrouvera bien sûr lundi dans le Monday Talk. D'ici là, on aura peut-être des nouvelles. Donc voilà en tout cas ce qui clôture cette preview. Donc en tout cas, merci à ceux qui sont passés par le chat de m'avoir tenu compagnie. On a duré 53 minutes. Je ne pensais pas forcément durer autant de temps avec la MLB et je pensais pas que ça allait ramener autant de monde, donc c'est sympa, c'est chouette, c'est cool de vous avoir tous en ligne. Alors un petit rappel du programme, donc, comme je le disais, lundi on se retrouve pour le Monday Talk sur Twitch. On se retrouvera normalement aussi sur Facebook si la technique le veut bien pour le rendez-vous du lundi où il y aura un débat sur le King de Cleveland. On va aussi revenir sur les principaux trades qui ont lieu en ce moment en NBA puisque c'est la trade deadline et les équipes qui peuvent échanger des joueurs jusqu'à 20h. Vous pouvez notamment aller faire un tour sur la chaîne Twitch de Trash Talk, notamment le média français. On les salue si certains nous écoutent, sait-on jamais. Mais nous, on reviendra là-dessus en détail lundi. Basile va peut-être nous proposer un live d'ici là, fin de semaine ou le week-end. Donc, il y aura peut-être encore un autre live fin de semaine sur la chaîne Twitch. Sinon, pour nous suivre, je le rappelle, si vous êtes là présent, vous le savez déjà, donc c'est les _haters pour Twitch, notre nouveau canal de division pour les lives, avec à la fois le rendez-vous du lundi et d'autres lives à l'occasion. Nous sommes aussi bien sûr sur Facebook, les haters 48FM. Nous sommes aussi sur YouTube, où le live de ce soir sera d'ailleurs redécoupé et rediffusé. Donc si vous avez loupé le rendez-vous d'aujourd'hui, rendez-vous sur les haters sur YouTube. Et puis n'oubliez pas Twitter et Instagram également. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'était un plaisir en tout cas d'avoir partagé cette petite heure en votre compagnie. On se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux lives. Passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.